Bonjour à tous, on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une masterclass sur le déficit foncier et on a le plaisir d'être avec Lionel Le Dantec de Anthracite Patrimoine qui est un grand spécialiste du sujet. On va donc pouvoir plonger dans les arcanes du déficit foncier. Ça peut paraître compliqué à certains, d'autres sont déjà familiers avec ça. Vous allez voir, normalement, au bout d'une heure, vous aurez tout compris. Et on vous donnera aussi quelques exemples pour que vous puissiez voir l'efficacité de ce dispositif qui permet de faire des investissements très intéressants pour vos clients. Lionel, merci d'être avec nous. Salut. Merci Mathieu, bonjour à tous. Donc moi c'est Lionel Le Dantec, je m'occupe de la commercialisation de programmes en réhabilité au sein d'Anthracite. Anthracite Patrimoine, c'est une structure qui est située à Carcassonne. Nous sommes donc spécialisés sur les opérations et les montages en réhabilitation au travers de différentes lois. Donc on fait l'acquisition d'immeubles qu'on rénove entièrement en cœur de ville sous des aspects de loi fiscale aujourd'hui. Donc, on a des programmes qui sont en déficit foncier, en Pinel réhabilité, en Denormandie, en Malraux ou en monument historique. Et on essaye d'être dans différentes villes de France. Autant on a un déficit foncier actuellement sur Paris que du Pinel réhabilité sur Toulouse, du déficit foncier sur Narbonne ou Toulon, et de la loi de Normandie aussi sur Narbonne et un monument historique à côté de Nîmes. Voilà. Donc, on essaye de répondre en fait aux demandes de nos partenaires. Donc, on travaille exclusivement avec des partenaires qui commercialisent nos programmes pour leurs investisseurs et d'essayer de répondre selon les critères en termes de fiscalité, de problématiques fiscales et de leurs objectifs à des solutions en termes de prix, d'emplacement et de typologie. Voilà. Donc, on accompagne nos partenaires de l'étude jusqu'à la signature. On travaille avec des cabinets fiscaux qui sont le cabinet Bravard ou le cabinet Rivière, et toutes nos opérations sont encadrées par un cabinet fiscal donc pour garantir l'éligibilité des lois. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les sujets sur exclusivement le déficit foncier pour que vous puissiez connaître le mécanisme et l'application du déficit foncier et aussi du Pinel réhabilité optimisé ainsi qu'un petit peu de la Denormandie. Tu veux nous partager la présentation? Oui. Donc là, je fais partager, c'est ça Mathieu? Exactement. Partager, tu choisis en PDF et après tu retrouves ton document. OK. Très bien. Voilà, donc en fait, j'ai fait un petit slide pour savoir un petit peu comment optimiser sa fiscalité, notamment dans du patrimoine, on va dire, pérenne, puisque c'est du patrimoine en cœur de ville et de la pierre. Donc, on va juste voir un petit focus sur la fiscalité du particulier pour qu'on puisse bien parler tous le même langage et avoir les mêmes informations. Et ensuite, comment se passe un déficit foncier, le Pinel optimisé au déficit foncier, la Denormandie, et comment est encadrée fiscalement une opération. Et on finira par une simulation pour mesurer l'impact fiscal. Donc, aujourd'hui, la fiscalité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, c'est il manque le fait de l'avoir fait en PDF, ça va peut-être... c'est pas grave. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est progressif, qui est par tranche d'imposition. Donc, aujourd'hui, on a 5 tranches d'imposition qui sont de 0 à 45%. Donc, en fonction de son montant d'imposition, on est soumis à une tranche marginale d'imposition. Donc, plus on a de revenus imposables, plus on bascule sur des tranches, et c'est uniquement en fait le montant de nos revenus qui sont soumis à des tranches d'imposition. Et il faut savoir que les revenus fonciers se rajoutent en fait à notre tranche d'imposition. Donc les revenus fonciers sont à la fois fiscalisés à une CSG-CRDS de 17,2% et ensuite se rajoutent à notre tranche d'imposition. Donc là, j'ai fait un petit mécanisme de calcul qui s'appelle le tube à impôt, qui vous permet de voir les différentes tranches d'imposition en fonction de ce qu'on gagne. Donc, en fait, là, j'ai pris un exemple d'une personne qui gagnait 160 000 €, non pas que ce soit le commun de nos investisseurs, mais c'est juste pour pouvoir travailler toutes les tranches d'imposition. Donc, en fait, un investisseur qui a 160 000 € de revenus, plus 30 000 € de revenus fonciers, ça lui fait un revenu imposable de 190 000 €. Donc, voilà comment se calcule, en fait, le montant d'imposition. Lorsqu'on a un revenu qui est jusqu'à 10 777 €, on est fiscalisé à 0%, on est dans une tranche à 0%, donc on paye 0 € d'impôt.
Lorsqu'on est entre 10 777 et 27 000 euros de revenus, on est fiscalisé à 11% uniquement sur la tranche entre 10 000 et 27 000. Lorsqu'on est au-delà de 27 000, on bascule à une tranche à 30%, qui est jusqu'à 78 000 euros. Et lorsqu'on est entre 78 000 et 168 000, on a une tranche à 41%. Au-delà de 168 000 euros, on bascule sur une tranche à 45%, qu'importe ensuite ce que l'on gagne. Donc, en fait, pour calculer le montant d'impôt, pour une part fiscale, par exemple, ensuite, il y a le quotient familial, on calcule, en fait, sur chaque tranche d'imposition, le montant qui est proportionnel. Donc, par exemple, de 10 000 à 27 000, on a 1 837 euros d'impôt, on est à 11%. De 27 000 à 78 000, on a 15 000 euros d'impôt, on est sur une tranche à 30%. Au-delà de 78 000 à 168 000, on a 37 000 euros d'impôt. Et de 168 000 à 190 000 euros, puisqu'il est à 190 000 euros, il a 9 000 euros d'impôt. Donc là, ce client, avec 190 000 euros d'impôt, il a un impôt total de 63 000 euros. Il a 160 000 euros de revenus d'activité et 30 000 euros d'impôt. Pour calculer les 30 000 euros de revenus fonciers, pour que vous puissiez mesurer l'impact des revenus fonciers, en fait, il faut savoir que 30 000 euros de revenus fonciers lui font 13 000 euros d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'à 160 000 euros, il a 50 000 euros d'impôt. Le fait d'avoir 30 000 euros, ces 30 000 euros sont sur sa tranche haute d'imposition. Ces revenus fonciers ne sont pas soumis à des tranches à 0, 11 ou 30%. Ils vont être soumis en partie à 41% jusqu'à 168 000 et ensuite à 45%. Donc pour 30 000 euros de revenus fonciers, cet investisseur-là a 13 000 euros d'impôt sur le revenu. Donc, ensuite viennent se rajouter les 17,2% de CSG-CRDS. Donc, sur 30 000 euros, ça fait 5 160 euros. Donc, ce client-là qui a 30 000 euros de revenus fonciers, uniquement sur ses revenus fonciers, il a 13 000 plus 5 000, il a 18 000 euros, 18 000 euros d'impôt pour 30 000 euros de revenus fonciers. Voilà. Juste pour commenter là-dessus, c'est un point hyper important, vous l'avez sans doute en tête, mais la plupart des particuliers, des investisseurs immobiliers, en tout cas qui commencent à investir dans l'immobilier, n'ont pas forcément à l'esprit que l'imposition sur les revenus locatifs, les revenus fonciers, est vraiment très élevée, puisqu'elle se fait sur leur tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire la tranche la plus haute de leur imposition, puisque ça vient s'ajouter à leur revenu d'activité actuel. Et donc, la hauteur de ces impôts, hein, c'est entre 40 et 50% ou au-delà, comme le montre Lionel. Donc, c'est un argument pour les sensibiliser à l'importance d'optimiser justement cette fiscalité sur leur revenu foncier, qui est fort. Hein, c'est de bien leur montrer le taux d'imposition sur ces revenus locatifs. Voilà, tout à fait. Et souvent, les investisseurs ne connaissent pas leur tranche marginale d'imposition pour pratiquer souvent des formations avec des agents immobiliers et des conseillers en gestion de patrimoine. Les clients, les investisseurs qui ont des revenus fonciers parlent de rentabilité à 7, 8, 9, 10% sur de l'ancien ou 5, 6 sur du meublé ou du locatif avant l'impôt. Et en effet, lorsqu'on a 30%, une TMI à 30% et 17% de CSG, ça fait 47% d'impôt foncier. Et ça diminue en fait la rentabilité par 2. Et ça, en fait, les clients, ils ne connaissent pas leur tranche marginale d'imposition. Ils pensent qu'ils ont un taux d'imposition qu'ils voient sur leur avis d'impôt, mais la tranche marginale d'imposition, elle est jamais communiquée. Et donc, déjà, en tant que conseiller, quand on demande une tranche d'imposition à son investisseur et qu'il ne connaît pas, ça nous permet déjà de prendre un petit peu de hauteur et d'être un petit peu spécialisé dans ce qu'on propose, et ça rend crédible. Et ça permet vraiment de mettre en lumière, en fait, la fiscalité sur des revenus fonciers. Alors ensuite, pour pouvoir optimiser son investissement, un client, s'il vous voit pour des problématiques d'impôt, il y a 3 possibilités. Pour avoir un avantage fiscal, pardon, je regarde le chat en même temps, donc j'y répondrai un petit peu plus tard. Il y a la possibilité de diminuer son revenu imposable, il y a la possibilité de réduire son impôt ou de neutraliser son investissement. Le déficit foncier, c'est une loi de déduction d'impôt. C'est-à-dire qu'en fait, le déficit foncier vient s'amputer de votre revenu, soit d'un revenu foncier, soit d'un revenu global à la hauteur de 10 700 euros ou 21 400 euros depuis le 1er janvier. Donc ça s'appelle le déficit foncier, ça rentre dans les catégories de déduction d'impôt, ainsi que le monument historique. C'est-à-dire qu'on diminue en fait notre revenu imposable.
Si on diminue le revenu imposable, par voie de conséquence, on diminue le montant d'impôt puisque l'impôt est proportionnel à notre revenu imposable. Donc, ce sont des lois de déduction d'impôt. Ensuite, vous avez des lois de réduction d'impôt, ainsi que la loi Pinel, par exemple, la loi de Normandie, bon, il y avait le Censi-Bouvard, la Girardin ou la loi Malraux, ce sont des lois de réduction d'impôt. C'est-à-dire que là, on vient attaquer le montant d'impôt, qu'importe les revenus, qu'importe le montant donc, derrière les revenus et les tranches d'imposition, on vient attaquer d'impôt. On paye 6 000 € d'impôt, on veut réduire ce montant d'impôt, eh bien, on fait une loi Pinel. Ce qu'il faut faire attention, c'est le plafonnement des niches fiscales, puisqu'on a droit à 10 000 € avec l'ensemble des crédits d'impôt, l'ensemble des lois de réduction d'impôt. Et ensuite, le dernier sujet, c'est la neutralisation du revenu, c'est-à-dire qu'on a des revenus qui ne seront pas imposés parce que derrière, on crée des charges, et là, notamment le LMNP classique ou LMP, qui permet d'avoir un amortissement et d'éviter en fait d'avoir des bénéfices fonciers qui sont imposables, ou la nue propriété, puisque là, du coup, on investit sans avoir de revenus fonciers. Donc là, le déficit foncier, c'est une loi de déduction d'impôt. Comment se passe un investissement en déficit foncier? Le principe, c'est de faire l'acquisition de logements en état. Donc, en fait, votre investisseur, il achète un appartement existant qui fera l'objet d'une réhabilitation. Alors, il peut le faire soi-même, il peut avoir des charges sur son appartement ou sur son investissement. Généralement, ce sont des charges qui ne viennent pas forcément valoriser son bien et il déduira que les frais de son appartement. Là, l'avantage, c'est qu'on peut passer en charge l'ensemble des travaux qui sont éligibles à la fois sur les parties communes et les parties privatives. Plus il y a de travaux, plus le levier fiscal est intéressant pour votre investisseur. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi un critère qui est d'optimisation fiscale sur les opérations. On essaye d'avoir un maximum de travaux et d'avoir des opérations avec 30% de foncier, 40% de foncier et 60-70% de travaux pour que le levier fiscal soit très impactant. Quand tu parles d'éligibilité de travaux, c'est quoi exactement? Il y a des travaux éligibles, il y a des travaux non éligibles? Voilà, tout ce qui est agrandissement, tout ce qui est surélévation, tout ce qui est travaux lourds et de changement de destination de surface, souvent ne rentre pas dans le cadre du déficit foncier. Il faut que ce soit des travaux de rénovation, d'améliorement pour pouvoir être éligible au déficit foncier. Okay. Donc ça, on a un listing, on fait tout valider en fait dans nos opérations par un oui, les ravalements de façade, ça peut l'être. Là, toute la rénovation de travaux aussi sur les parties communes, de toiture, façade, tout ça, ça rentre dans un cadre de déficit foncier quand c'est dans une opération. Donc en fait, nous, on a un descriptif de travaux qu'on soumet au cabinet d'avocats fiscalistes et qui rend bien compte après étude de l'éligibilité de l'ensemble des travaux en cas de contrôle derrière. Donc, en gros, c'est ce que tu viens de dire, c'est tout ce qui est rénovation, ça rentre, tout ce qui est agrandissement, ça c'est exclu. Voilà, dès qu'on commence à modifier des surfaces, à créer de la surface, derrière, on rentre dans un cadre qui n'est plus éligible. Alors, pour les SCI, à partir du moment où on est à l'IR, on est confronté à la même fiscalité, donc on peut bien évidemment faire ça par le biais d'une SCI. Donc ensuite, les travaux, parties communes et parties privatives, on les rentre dans le cadre du déficit, donc on les met en charge. Et ensuite, derrière, si on a un déficit, ce déficit-là, il est imputable à hauteur de 10 700 € sur son revenu global, l'année des travaux. Et ensuite, le déficit est reportable pendant une durée de 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, on peut passer à 21 400. Il y a eu le doublement du plafonnement. Voilà, ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, puisque déjà, c'est un choix du propriétaire, d'investisseur. C'est lui qui décide s'il veut faire ou pas. Et il y a des conditions d'application qui ne sont pas dans tous les projets. Il faut passer d'un logement qui est G ou F à derrière un logement qui est catégorie A, B, C ou D. Voilà. Ça, c'est les conditions. Mais ça, je ne rentre pas dans le détail. Ça sera toujours l'objet de renseignements complémentaires. Donc, le montant des travaux est reportable pendant 10 ans. Les factures sont réglées au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, il y a un compte qui est créé. C'est une association de syndicats libres qui réunit l'ensemble des copropriétaires. Et les fonds des travaux sont versés sur ce compte-là de l'association de syndicats libres qui, elle, ensuite, règle au fur et à mesure les avancements des travaux et des appels de fonds. Elle régularise à l'opérateur, au contractant général. Voilà. On est sur un loyer libre, marché libre, on n'est pas dans une loi de défiscalisation, donc du coup on peut louer à qui on veut, au prix qu'on veut, à partir du moment où on ne rentre pas dans le cadre d'un locataire dans le foyer fiscal. Et ça peut être nu ou meublé, c'est forcément nu, c'est quoi? Comment? C'est nu ou meublé comme on veut?
la location? Sur du loyer, là, on est sur du loyer nu, c'est-à-dire on est sur la fiscalité des revenus fonciers, classique. Ouais. Derrière, donc ça ne peut pas être meublé. En fait, on peut le faire en meublé et on amortit les travaux, d'ailleurs sur une durée qui peut être de 7 à 10 ans. Donc, ça peut être très intéressant aussi quand on a du meublé. Nous, on a des demandes de location aussi en meublé derrière. Derrière, on peut continuer à faire de la location meublée, amortir le bien et sur une durée un peu plus réduite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne cumule pas le déficit foncier et le NEP. En fait, c'est par catégorie. Si on est sur du BIC, les travaux, on les passe dans la fiscalité du meublé. Ou alors on est en nu, et dans ce cas-là, on les passe dans la catégorie des revenus fonciers. Alors, le principe du calcul, donc pour le déficit foncier. Lorsque vous avez un client qui a des revenus fonciers, il a deux possibilités. Soit ses revenus sont inférieurs à 15 000 euros, et dans ce cas-là, il a le choix d'être au microfoncier ou au régime réel. Donc, le microfoncier, vous avez un abattement de 30%, et donc vous êtes imposé sur 70%. Vous avez 10 000 euros de revenus fonciers, bien, soit vous mettez au réel parce que vous avez des charges, et que du coup, les charges représentent plus de 30% de vos revenus, et dans ce cas-là, on fait le choix du réel, ou soit on reste au déficit foncier, ou soit on se met au réel, pardon, et dans ce cas-là, donc on déduit plus de 30%, ou sinon on reste au microfoncier, pas de déclaration, et on a un abattement de 30%, on est imposé sur 70% de ses loyers. Si on décide de se mettre au réel, derrière, il faut mettre le bien en location pendant 3 ans et rester au régime réel pendant 3 ans. Ça, c'est la loi, c'est le cadre fiscal. À partir du moment où on a 15 000 euros de revenus fonciers, de toute manière, on est obligé d'être au réel. L'État veut une déclaration et donc on fait une déclaration de 2044 avec l'ensemble des loyers, des revenus et l'ensemble des charges et on sera imposé sur le résultat de cette déclaration. Et d'expérience, pour toi, même si on est inférieur à 15 000, il vaut mieux être au microfoncier ou au réel? Tout dépend du montant des charges. Si, généralement, le but, c'est quand même de se mettre au réel. On va voir ce qu'on peut déduire. On a très peu d'investisseurs qui restent au microfoncier. Quand même, il y a une forte fiscalité. Donc, même si on a 30% d'abattement, si on a 10 000 euros de revenus fonciers, on a 30% d'abattement, on est imposé sur 7 000. Si on a une tranche à 30%, là-dessus, on a quand même quasiment 50% d'impôt. Donc, ça fait 3 500 euros d'impôt pour 10 000 euros de revenus fonciers. Vous avez la taxe foncière à payer en plus. Bon, du coup, la rentabilité, elle n'est pas très élevée. Généralement, les intérêts d'emprunt couvrent quand même une partie des loyers quand on fait un investissement. Donc, généralement, il faut quand même déclarer, se mettre au réel, même si on n'a pas de charges particulières. Mais rien que les intérêts d'emprunt, les charges locatives et la taxe foncière sont susceptibles de quand même couvrir plus de 30% des charges. Ok. Alors, tu as plusieurs questions, si tu veux les prendre maintenant, qui sont posées. Pour la grange, je ne vais pas trop y répondre. Enfin, je veux dire, nous, on est quand même dans des immeubles. À partir du moment où, de manière, c'est de la location. Après, je ne suis pas moi spécialiste de tout ce qui concerne l'immobilier. Je connais ma partie. Après, pour les granges, il faut vous rapprocher, pareil, d'un spécialiste, d'un avocat fiscaliste. Mais à partir du moment où c'est la rénovation, normalement, ça passe en déficit. Il faut opter pour les régimes réels, alors, pour le meublé. Oui. De toute manière, à partir le meublé, on peut avoir ces 50% d'abattement. On a un abattement supplémentaire, mais par contre, vu qu'on amortit le bien, il faut toujours essayer de passer au réel, puisque le but du meublé, c'est quand même d'avoir de l'amortissement pour ne pas payer d'impôt dessus. Peut-on bénéficier d'un déficit foncier et passer... Oui, de toute manière, à partir du moment où on a absorbé les travaux, qu'on a mis en location pendant 3 ans, on peut derrière mettre la destination qu'on veut. Donc, par exemple, moi, j'ai des clients qui, pendant 6 ans, font du foncier, du déficit foncier. À partir du moment où ils n'ont plus de travaux, où ils ont absorbé les travaux, derrière, ils passent en BIC, en meublé. Ils louent à l'année en meublé touristique, par exemple. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait beaucoup. Et ensuite, derrière, ils amortissent le bien. Donc, ils absorbent les travaux pendant la durée nécessaire. Et ensuite, ils passent en fiscalité meublée. Alors, Corinne, sur la SCI, je propose qu'on mette la question de côté. Je suis désolé, parce qu'on a fait récemment des masterclass sur le sujet. Vous les avez en replay sur notre chaîne YouTube, si vous voulez. Voilà. Alors, pour cumuler le déficit foncier avec une réduction d'impôt dans le cas de logement conventionné, il y en a. Donc, on a un programme, nous, par exemple, à Toulon, c'est du
déficit foncier ou Pinel réhabilité. Donc, on fait du Pinel réhabilité, donc optimisé au déficit foncier. Donc, on peut cumuler la réduction d'impôt et la déduction d'impôt. Ça, c'est un levier génial. On en parlera tout à l'heure. Et ensuite, il y a une convention ANA qui permet d'avoir une prime en fonction des travaux. Derrière, il y a une durée d'engagement en location avec des conditions de mise en location conventionnées. Donc, selon les types de conventions intermédiaires, sociales, très sociales, vous avez derrière des critères qu'il faut appliquer pour être éligible. Mais on peut avoir une prime, une réduction d'impôt et une déduction d'impôt sur le même programme. Ok. Je te laisse poursuivre peut-être ta présentation et on prendra les questions un peu plus tard. Alors, voilà, là en fait, qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui est imposable? Donc, les revenus fonciers, donc vous avez des recettes, donc tout ce qui est loyer, fermage, revenus accessoires, droits de pêche, chasse, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est revenu en fait et que vous déclarez rentre dans une catégorie de revenus fonciers, notamment les primes ANA rentrent dans les revenus fonciers puisque c'est considéré comme un revenu foncier. Et derrière, donc, vous avez des charges. Dans les charges, en fait, vous pouvez déduire plusieurs choses. Les frais de gestion, les frais de syndic, un forfait de 20 € aujourd'hui par gestion locale, tout ce qui est dépenses donc, de réparation, entretien, amélioration, le cadre des travaux éligibles en déficit foncier, tout ce que le propriétaire paye pour le compte du locataire, toutes les provisions pour charges de copropriété et charges de copropriété, les assurances, les taxes foncières et les intérêts d'emprunt. Ça, c'est l'ensemble des charges qui peuvent être déduites de revenus fonciers. Donc, voilà tout ce qui se déclare et tout ce qui se déduit. On n'est pas imposé sur les loyers, on est imposé sur le résultat des recettes moins les charges. Voilà. Alors, les questions. Peut-on basculer déficit foncier? Oui. Dispositif terminé. Peut-on passer à la location meublée? Oui. Et on peut déduire les assurances. La fiscalité sur le revenu foncier. Donc, lorsque les revenus locatifs, lorsqu'on a plus de revenus que de charges, on est sur du revenu foncier. Donc là, en fait, on a 17,2% de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu. Ensuite, suite à la tranche d'imposition. Donc, on a 17,2 de CSG automatique, c'est la fiscalité sur le revenu foncier. Aujourd'hui, c'est sur l'avis d'impôt. À la fin, vous avez vos revenus fonciers avec le décompte, contribution à la réduction sociale. Et donc, c'est déduit. Et ensuite, vous avez les revenus fonciers qui se rajoutent à votre revenu imposable et qui sont fiscalisés sur la tranche haute d'imposition. Donc, lorsqu'on a une tranche à 45%, on peut avoir 17,2% de CSG-CRDS et on peut monter jusqu'à 62%. Lorsque fiscalement les revenus sont inférieurs, donc c'est-à-dire lorsqu'on a plus de charges que de revenus fonciers, le déficit foncier peut être reporté sur les revenus pendant 10 ans. Donc, j'ai 20 000 € de revenus, 100 000 € de travaux, je suis à moins 80 000. Je déduis 10 700 € de revenus fonciers sur mon revenu imposable. Et ensuite, donc, il me reste 70 000 €. Ces 70 000 €-là, ils sont reportables pendant une période de 10 ans. Là, donc, il y a une petite subtilité que tu indiques, je vous la souligne pour que vous l'ayez en tête. Les intérêts d'emprunt, ils sont déductibles des revenus fonciers, donc des revenus locatifs. Voilà. Et en revanche, le déficit foncier, donc toutes les autres charges qui vous créent le déficit sur vos revenus locatifs, parce qu'ils dépassent le montant de vos revenus, eux, ils sont reportables sur vos revenus globaux, pas uniquement sur vos revenus locatifs. Voilà, c'est-à-dire que lorsque on a un déficit imputable, dans ce déficit imputable du revenu global, on déduit les intérêts d'emprunt. Il faut que ce soit que des charges de travaux ou des charges destinées à la location du bien, mais l'État considère que le financement pour un bien immobilier ne rentre pas dans la catégorie de déductibilité de revenus d'activité. Donc, c'est 10 700 € déduits des intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt, ils sont ensuite reportables pendant la période de 10 ans. Lorsqu'on a appliqué un déficit sur son revenu, il faut mettre le bien en location pendant 3 ans fiscal. Je suis en 2024. Si j'ai déduit 2023, pardon, si je déduis cette année des travaux de mon revenu et que j'ai un déficit imputable, il faut que je mette après pendant 3 années pleines, 25, 26, 24, 25, 26. Et à partir de 2027, je pourrai soit revendre, soit habiter ou soit passer en location meublée. Oui, c'est 21 400, ce n'est pas 21 700, c'est 21 400. Effectivement, donc là, il faut attendre ces 3 ans, Chloé, pour de location nue pour pouvoir basculer éventuellement en LMNP, en location meublée si on le souhaite.
Voilà, c'est la règle des 3 ans fiscales de mise en location. Le report du déficit est déductible pendant 10 ans sur les revenus fonciers futurs pour les ramener à zéro. Ben, en fait, le montant des travaux, j'absorbe mon montant de travaux pendant 10 ans. Si je facture 100 000 euros de travaux en 2023, eh bien derrière, si j'ai 10 000 euros de revenus fonciers, eh bien pendant 10 ans, je vais épuiser mes 100 000 euros de travaux. Si au bout des 10 ans, il me reste 10 000 euros de travaux, ben, ils sont perdus. Si mes 100 000 euros sont épuisés dans les 10 ans, ben voilà, je peux les reporter pendant la période jusqu'à l'absorption totale des travaux. Ouais, c'est juste pour préciser, effectivement, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est une précision tout à fait utile, Jean-Pierre. Le report sur les revenus global, il se fait la première année où les travaux sont engagés. Ensuite, les 10 ans qui arrivent ensuite, le report se fait uniquement sur le revenu foncier. C'est ça. Et c'est toujours plus intéressant, de toute manière, de reporter des travaux pour les déduire de ses revenus existants. Voilà. Là, on a vu qu'on peut passer à 21 400. Pour moi, c'est une vraie bonne fausse nouvelle. C'est-à-dire que moins on ampute de son revenu, plus c'est rentable. C'est-à-dire qu'il vaut mieux garder des travaux pour les passer en charge, pour diminuer de ses revenus fonciers, que de les amputer sur son revenu global, puisque du coup, on perd l'économie de la CSG-CRDS. Tout ce qu'on impute directement de son revenu global, ben derrière, c'est ce qui n'est pas passé en travaux et donc ce qui ne se déduit pas de son revenu foncier. Donc en fait, si on déduit 21 400 de son revenu global, c'est 21 400 qui ne seront pas déduits de son revenu foncier. Donc du coup, on perd la CSG-CRDS. C'est moins rentable. En termes d'optimisation fiscale, il vaut toujours mieux reporter des travaux que les amputer de son revenu global. Voilà pour la fiscalité du revenu foncier. Une chose importante, c'est l'encadrement fiscal. Lorsqu'on est en déficit foncier ou sur des montages avec foncier plus travaux, derrière, on est en montage en ASL. C'est une association de syndicats libres. Oui, on a le choix, Sandrine, c'est à la choix de l'investisseur. S'il veut faire que 10 700, il fait que 10 700. S'il veut aller à 21 400, il peut dans les conditions d'application. Pour l'encadrement fiscal, c'est assez important parce que tout le monde ne connaît pas et a quelques craintes sur l'encadrement fiscal d'une opération en déficit foncier. Aujourd'hui, nous, on travaille avec 2 cabinets qui sont le cabinet Rivière ou le cabinet Bravard à Lyon. Et c'est eux qui assurent l'éligibilité des travaux en fonction des lois. Ça peut être en Pinel, en Denormandie ou en déficit foncier, en monument historique. Derrière, à partir du moment où il y a de la déduction, on ne peut pas faire autre montage que de l'ASL. C'est une association de syndicats libres. L'association de syndicats libres, en fait, je commence par là, c'est composé des copropriétaires qui est géré donc, par un cabinet d'avocats. Donc, ils envoient des statuts, ils créent cette association-là. Ça regroupe l'ensemble des copropriétaires de l'opération. On crée un compte à part et tout le montant des appels de fonds des travaux sera versé sur ce compte-là. Donc, en fait, ce compte de l'ASL sécurise le montant de l'opération, le projet de l'opération, pardon, et a pour but de gérer les travaux pendant la durée du montage d'opération. Donc, du coup, une fois que la livraison est faite, l'ASL, elle n'a plus de vocation à être. Donc, en fait, c'est l'investisseur, il achète du foncier à une structure. Donc, ça peut être un marchand, ça peut être un propriétaire, ça peut être une foncière, ça peut être un porteur. Et derrière, il souscrit un marché de travaux à part à une entreprise contractant général, dont Antracite. Donc, nous, en fait, en tant que contractant, on assure les travaux et derrière, vous êtes tous les copropriétaires sont sur une association de syndicats libres. Elle a pour but donc de sécuriser les travaux et derrière, le fait générateur de l'impact fiscal pour vos investisseurs, c'est ce qui est versé sur ce compte de l'ASL. Donc des fois, en fin d'année, on a fait du monument historique ou vous pouvez avoir du Malraux en ASL. On a enregistré des appels de fonds le 31 décembre ou le 30 décembre chez le notaire. En fait, c'est sur le compte de l'ASL et à partir du moment où c'est à date de compte d'ASL, votre investisseur peut défiscaliser. Voilà. Et lorsqu'on est en ASL, les frais de notaire donc, sont uniquement sur le foncier. Et donc, c'est bien séparé. Vous avez le foncier, donc votre client, il achète un appartement en état qui peut être aujourd'hui de 40 mètres carrés. Il y aura un projet de rénovation avec une souscription à un marché de travaux. Et cet appartement peut passer de 40 mètres à… Ce que votre client achète, c'est les 40 mètres carrés existants. La valeur de son bien, c'est la valeur du foncier en état. Donc derrière, non, il n'y a pas de GFA en ASL. De manière, la GFA, c'est que sur le neuf. Les frais notaires sont sur le foncier. Et après, à la revente,
La valeur de votre bien quand on est en déficit foncier, puisqu'on a absorbé les travaux, c'est la valeur du foncier acheté chez le notaire en état. Voilà. Est-ce que, je reviens un tout petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous refaire quand même répéter le système d'imputation du déficit sur soit les revenus fonciers, soit sur les revenus globaux, la première année, les années suivantes, etc. Et est-ce qu'on peut choisir s'il y a un déficit de l'appliquer ou pas sur les revenus globaux? C'était une des questions. Alors, l'année de travaux, en fait, quand on est en déficit, l'année de travaux, le déficit, il est automatiquement amputé de son revenu global dans la limite de 10 700 € ou 21 400 € maintenant. Ça, c'est obligatoire. À partir de l'année suivante, lorsque c'est mis en location, les travaux, on les reporte pendant 10 ans. C'est-à-dire que si j'ai 80 000 € de travaux déductibles en déficit, ces travaux-là, ils restent sur mon compte travaux, mais chaque année, ils vont venir être amortis jusqu'à 10 ans. Que sur les revenus fonciers? Oui. D'accord. Et plus jamais sur les revenus globaux? Normalement, la loi permet de le faire pendant 6 ans. Ah, c'est 6 ans alors. C'est pendant 6 ans, tu as le droit de reporter sur tes revenus globaux. Maintenant, il est toujours plus intéressant de les passer en travaux et en déduction des revenus fonciers, puisque ça évite de payer la CGS-CRDS et ensuite de les rajouter à cette TMI. Donc, généralement, on le fait l'année où c'est obligatoire, l'année des travaux, et ensuite, derrière, on les reporte pour pouvoir se diminuer des charges. La première année, on n'a pas le choix que de les imputer sur les revenus globaux, et les années suivantes, pendant 10 ans, on pourrait les reporter pendant 6 ans sur les revenus globaux, mais là, on peut choisir de ne pas le faire. Oui, c'est ça. Et généralement, on les reporte. Et donc, des fois, quand les travaux sont sur 2 ans, eh bien, pendant 2 ans, on déduit de son revenu global. Et si les travaux durent 3 ans, c'est pareil. Donc, pendant toute la durée des travaux, en fait, tout le déficit, il est déduit à hauteur de 10 700 de son revenu global. Et une fois que c'est livré, l'année suivante, les travaux sont reportés pendant 10 ans. Okay. Merci pour la Donc, obligatoire pendant la durée des travaux, on les impute de son revenu global et ensuite on les reporte. C'est bon? Okay. Merci. Donc, 2 encadrements fiscaux. Soit on est en VIR, soit on est en ASL. L'ASL, je vous l'ai expliqué, on peut faire. En fait, ce n'est pas en fonction des lois, c'est en fonction de la nature du projet. Soit c'est la même entreprise qui est propriétaire et qui fait les travaux. Et dans ce cas-là, on est sur un montage en VIR. La VIR, c'est rénové. C'est comme du VFA, mais dans de l'ancien. Donc là, on est sur les mêmes typologies d'investissement que du VFA. Par contre, on ne peut faire que de la réduction d'impôt. On ne sépare pas les travaux et le foncier. C'est un investissement global. On a un projet global. C'est comme de la VFA. Vous avez là une GFA. Vous avez des appels de fonds qui sont déjà identiques à la VFA. Et c'est la même structure qui porte l'immeuble, qui est propriétaire et qui fait aussi les travaux. Voilà. Donc ça, c'est important. Derrière, vous avez... Voilà, le montage en VIR, pardon, c'est là. C'est la seule structure donc, qui est propriétaire et qui fait les travaux. L'opérateur, il s'engage à réaliser directement donc, ou indirectement des travaux dans un contrat identique au VFA. Le projet bénéficie d'une GFA et d'un calendrier d'appel de fonds contractuel. La vente du foncier, à la fois existant et des travaux futurs. Donc ça, c'est un projet global. Et le paiement du promoteur se fait au fur et à mesure de l'avancement des travaux par des appels de fonds. Donc vous avez des garanties identiques au neuf. Par contre, vous payez des frais de notaire dans de l'ancien à 8% sur le montant global. Voilà pour la VIR et pour la SL. Il y a des questions qui te sont posées, notamment par Estelle, sur si les travaux concernent uniquement les parties communes. Je ne comprends pas la question. Peut-être si vous voulez la reposer. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des travaux sur les parties communes, mais pas sur le logement, pas sur les appartements eux-mêmes. Et permettre de louer en meublé le logement parallèle, peut-on... Non, mais soit on est en déficit foncier, c'est de logement nu, ou soit après on est en meublé. Mais les travaux des parties communes, on les déduit. Quand c'est sur une opération globale, on les passe en charge, pareil. On déduit des parties communes et privatives. J'avance un tout petit peu.
parce que concernant l'ASL, en effet, aujourd'hui, on a beaucoup de notaires et de banques qui ne financent pas les projets en ASL parce que c'est vrai qu'on a vu aussi des opérations où il y a eu des travaux supplémentaires, où il y a eu des dépassements de budget, où il y a eu même des non-livraisons et il n'y a pas de garantie pour ça. Donc, c'est vrai que les notaires sont assez, on va dire, ne sont pas sécurisés sur ces types de montages et les banques non plus. Donc, en fait, nous, toutes nos opérations, depuis maintenant un an et demi, on y joint un contrat de promotion immobilière. Ça s'appelle un CPI. Ça, c'est très important, puisqu'en fait, c'est un mandat qui est signé avec le contractant et qui sécurise totalement l'investisseur. C'est une GFA sur les travaux. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, votre investisseur, lorsqu'il y a un CPI, est sûr que les travaux sont garantis et que la bonne exécution des travaux ira à son terme, puisque derrière, c'est une assurance, en fait, qui est uniquement sur les travaux. Et derrière, ça valide le prix, ça sécurise le budget et ça sécurise la bonne exécution des travaux. Donc, les prix des travaux sont garantis, ils restent fixes. Et c'est comme le GFA dans le neuf, le CPI permet d'assurer donc que le projet soit réalisé jusqu'à sa bonne fin. Donc, c'est vraiment un point important parce que vous savez qu'il y a eu une inflation sur les coûts des matériaux, notamment très très forte, et qui ont impacté des opérations qui ont dû revoir le coût des travaux de ce fait. Donc, être protégé contre cette hausse potentielle, c'est un point très important. Voilà. Donc, du coup, tout le monde ne le fait pas. Et c'est vrai qu'en cas de demande de la banque ou du notaire, voilà, on peut apporter, nous, ces garanties-là. Ça se déclenche à partir du moment où on a 50% de commercialisation. On passe les actes et derrière, on déclenche les travaux. Les appels de fonds ne sont faits que lorsque on a acté les dossiers, qu'on a avancé sur la commercialisation. Donc, ça, c'est vraiment une GFA, c'est vraiment une garantie qui est prise sur les travaux et qui n'existait pas jusque-là sur les opérations en ASL. Allez, j'avance un peu. Donc, voilà pour le déficit foncier. Dans nos opérations, on peut être en déficit foncier ou on peut être aussi en Denormandie ou en Pinel réhabilité. Même montage, ça peut être en VIR ou en ASL. Et l'idée, c'est de pouvoir réaliser une opération de réhabilitation comme sur du neuf. Et derrière, on a une éligibilité en Denormandie ou en Pinel réhabilité. Alors, face au volume des biens, en fait, l'avantage de passer avec un opérateur, c'est qu'il peut déduire l'ensemble de ces opérations, de ces travaux de parties communes et parties privatives. Et qu'il a une assurance, qu'il a une garantie, qu'il a derrière un avocat fiscaliste qui valide tous ces travaux et il a un savoir-faire sans avoir à s'occuper de rien. Aujourd'hui, quand on prend des artisans pour faire des travaux, c'est pas évident, il y a des délais, c'est pas sûr qu'il ne coule pas entre le début et la fin. Avec nous, il a la garantie d'aller au bout de son projet et de pouvoir avoir un levier fiscal beaucoup plus fort. Donc, la loi Pinel réhabilité, aujourd'hui, c'est le même principe que le Pinel dans le neuf, sauf que, au lieu d'être sur des résidences en VFA, on est sur de l'existant en cœur de ville. Voilà, donc c'est les mêmes catégories, même réduction d'impôts, même principe d'application. Donc, c'est pour ça que je vais pas m'étendre, vous connaissez par cœur. Et vous avez la loi de Normandie. La loi de Normandie, en fait, au lieu d'être sur des zones, on est sur des villes. Il y a 248 villes qui rentrent dans un cadre d'un projet de rénovation de ville, de cœur de ville. Et en fait, le fait d'investir dans ces villes-là vous donne droit à rentrer dans le cadre de la loi de Normandie. La loi de Normandie, c'est comme la loi Pinel, sauf que c'est resté sur les anciens taux. C'est 21 sur 12 ans, 18% sur 9 ans et 12% sur 6 ans. On est resté sur la réduction d'impôt Pinel et c'est éligible, je crois, jusqu'à fin 2023. Donc, on a les mêmes conditions de ressources, mêmes conditions de plafond, mêmes conditions d'application que le Pinel l'année dernière. Voilà, sauf qu'au lieu d'être dans des zones, on est dans des villes. Et pour les barèmes d'application de loyer, ça rejoint les zones Pinel. Donc là, on a un projet à Narbonne. À Narbonne, on est en Denormandie et on est sur une zone B1. Donc, on loue selon les conditions d'application de la zone B1 ou de B2 à Narbonne, pardon. Donc, la Denormandie, on a des prix au mètre carré qui sont moins élevés que du Pinel parce qu'on est sur des villes intermédiaires. Donc, on a souvent une meilleure rentabilité. Alors, on peut faire une réduction d'impôt de Normandie plus déficit foncier lorsque l'opération le permet. En fait, ça dépend de la catégorie des travaux. Là, par exemple, sur Narbonne, on a un projet, vous avez quelques lots qui sont en de Normandie, parce qu'on a fait
la surélévation de la construction, et quelques lots qui sont soit de Normandie, soit en déficit foncier. Sur Toulon, on a un projet qui est en Pinel réhabilité et on a une optimisation au déficit foncier. Ça dépend des catégories d'immeubles et de la fiscalité qui est appliquée derrière. La loi Pinel réhabilité, le concept, en fait, c'est de faire l'acquisition d'un appartement en état dans un immeuble qui fera l'objet d'une réhabilitation complète sur les communs et les privatifs. Pour bénéficier de cette loi-là, en fait, on se porte acquéreur d'un logement qui ne satisfait pas des critères de décence. Donc, on fait venir un bureau de contrôle au départ non, c'est soit Pinel, soit de Normandie. Un bureau de contrôle qui valide les travaux, que l'immeuble est indécent, avec les critères d'indécence. On fait les travaux, ce bureau de contrôle repasse, et à partir du moment où on a satisfait un certain nombre de critères, le bien est éligible à la loi Pinel. En de Normandie, c'est sur un montant de travaux. Il faut faire 120% de travaux par rapport... enfin, il faut que le coût global soit à hauteur de 120%. Donc, c'est plus sur un montant de travaux par rapport au prix d'acquisition que sur des critères comme le Pinel. Donc, du coup, il faut quand même faire des travaux importants. Et derrière, il est livré. Donc, alors, pas comme sur du neuf, mais on est quand même sur des critères d'éligibilité en termes d'isolation et de travaux qui se rapprochent du neuf, quoi. Même si on ne peut pas isoler par l'extérieur. Mais par contre, on double les plafonds, les murs, on isole entièrement, double vitrage pareil. On fait quand même des travaux qui se rapprochent pour les performances énergétiques derrière du neuf. Maintenant, avec les DPE et les nouveaux critères, on n'est pas sur du A ou B, mais on est au moins sur du C ou D. Une question sur l'acquisition du foncier. C'est vous qui vous portez acquéreur du foncier au préalable, c'est ça? Alors, ça dépend. Si on se porte acquéreur du foncier et qu'on fait les travaux, on ne peut pas faire de déficit foncier. On est obligé d'être en vire. Donc, souvent, on a aussi une structure de portage. Donc, derrière, on a un porteur. Et nous, on s'occupe de la partie travaux. Donc, les clients achètent. Des fois, on peut être marchand. On a une structure de marchand. Et derrière, nous, on fait les travaux. C'est séparé. Ce n'est pas la même entreprise. Quand c'est la même entreprise, on est en vire. À Toulouse, on a un programme en Pinel. On est propriétaire et on fait les travaux. Et là, on est sur de la vire. Mais on peut faire que de la Pinel. Si nos opérations elles sont en ASL, c'est qu'on n'est pas propriétaire du fonds. Soit des fois, on achète en direct au propriétaire. Et dans ce cas-là, c'est peut-être déjà un marchand. Mais ça ne peut pas être à la fois nous étant propriétaires et qui réalisons les travaux pour toutes les opérations, donc derrière en déduction d'impôt. Il y a quelqu'un qui s'est porté acquéreur du foncier et qui s'engage fermement à vendre aux acheteurs. Oui, voilà. Voilà. Il y a un contrat qui est réalisé, comme quoi le bien est destiné uniquement à la commercialisation par nos soins. Et du coup, on est sûr que le projet, voilà, on a un protocole d'accord qui fait que le bien ne peut pas être vendu en bloc ou à d'autres personnes pendant la commercialisation, bien évidemment. Et il n'y a pas de notion de GFA, donc comme tu disais, donc il n'y a pas de minimum de vente à atteindre. Alors ça, c'est quand on a un CPI. Quand on a un CPI, donc il faut que le CPI se déclenche à partir du moment où on a 50% de commercialisation. Et donc voilà. Mais nos programmes, on est sur des immeubles. Vous voyez, à Toulon, on était sur 4 appartements. À Narbonne, on a 7 appartements. Là, on va sortir un programme à Toulon, on a 5 appartements. On a un monument historique, on a 7 appartements. Paris, on a un déficit foncier dans le 15e où on a 16 appartements. On est sur des typologies d'immeubles où on n'est pas comme sur du neuf avec 80 logements et une commercialisation qui dure 2 ans, quoi. Voilà. Okay. On peut faire du de Normandie oui, on peut faire du de Normandie optimisé au déficit foncier. On ne peut pas faire du Pinel et du Normandie, c'est soit Pinel, soit de Normandie. Et une fois que de toute manière, on a répondu aux critères d'éligibilité, c'est-à-dire de location pendant une durée de 6 ans ou 9 ans, on peut après passer en meublé. Alors, pourquoi faire du réhabilité? Je vais quand même un petit peu donner quelques atouts d'investissement. Pourquoi partir sur du réhabilité? Déjà, ça démarque un petit peu de tout ce que vos clients puissent voir dans le neuf. L'avantage, c'est qu'on répond à une demande locative, c'est-à-dire qu'on est en cœur de ville. Aujourd'hui, que ce soit dans des villes intermédiaires ou des grandes villes, il faut savoir que les cœurs de ville n'ont pas assez de logements, bien évidemment. Il y a une forte demande. Donc là, on est vraiment en cœur de ville. Cœur de projet. C'est un patrimoine généralement en pierre. Nous, on aime beaucoup notre métier, donc on est des passionnés. On essaye de valoriser, de sublimer en fait chaque projet. Donc, on travaille l'existant.
Si on peut récupérer des parquets, on sait les restaurer. On va sonder les murs pour mettre 1 ou 2 murs en pierre apparente quand c'est possible. On essaye quand même de travailler tous les communs pour faire ressortir la pierre, la valorisation du bien, ce qui fait que sur du long terme, ce sont des projets quand même qui se valorisent, qui tiennent et qui séduisent autant pour la location que l'accession. Donc, on répond à une forte demande locative. On a 99% de taux d'occupation sur nos programmes. Et le 1%, c'est parce que c'est pas encore livré. Donc, à chaque fois, 2 mois à l'avance, quand il y a une livraison ou entre 2 locataires, on a la possibilité de passer des annonces. On est full, c'est-à-dire qu'on a vraiment un choix de locataires puisqu'il y a peu d'offres et que le rénové, ça plaît beaucoup en cœur de ville. Ensuite, on a très peu de charges de copropriété. Il faut savoir que dans nos immeubles, alors c'est un atout, il y en a qui voient ça comme une objection, il n'y a pas toujours un ascenseur, il n'y a pas toujours d'espace vert et de parking, donc du coup, on a peu d'entretien. Là, par exemple, à Narbonne, on a juste la cage d'escalier à se répartir avec 7 copropriétaires. À Toulon, c'est pareil, on est sur 2-3 étages. Mais il y a très peu de charges. Donc, du coup, on est à 30 ou 40, 30 euros par mois de charges de copro. Le syndic, on fait un petit syndic avec 4-5 personnes. On a entre 40 et 50 euros de charges copro et syndic par mois, quoi. Voilà, pour un investisseur. Ensuite, on a vu aussi qu'en fonction des emplacements, on a de la demande pour de l'accession. Moi, je travaille, donc ça fait 15 ans que je fais du réhabilité, essentiellement sur Bordeaux. Et c'est vrai que les prix avant n'étaient destinés qu'à des investisseurs pour défiscaliser. Aujourd'hui, si les travaux étaient finis, on aurait une demande à ces prix-là pour de l'accession. Parce qu'il y a un emplacement en cœur de ville, parce que c'est de la pierre, parce que ça plaît. Et donc, on sait que nos prix d'achat pour investir, souvent, si les travaux étaient réalisés, on aurait des demandes pour de l'accession. Donc, à la sortie, en fait, ça peut s'adresser à de l'investisseur, mais aussi à de l'accédant, puisqu'on est sur des emplacements qui répondent à une forte demande, parce que c'est près de tout commerce, parce que c'est près des transports, parce qu'il y a la vie en cœur de quartier, la vie en cœur de ville. Et donc, on s'ouvre aussi à de l'accession sur nos programmes, et on a même des programmes où, dès le départ, on a la demande en accession. Ensuite, on n'a pas de frais de notaire réduits, mais par contre, on a des frais de notaire uniquement sur le foncier. Donc là, par exemple, Narbonne, sur un appartement à 220 000 euros, je crois qu'on a 40-50 000 euros de foncier. Donc, on a 8% de frais de notaire. Sur un bien à 220 000 euros, on va avoir 3 000 euros de frais de notaire. Et on peut aussi optimiser au déficit foncier dans pas mal d'opérations. Donc, voilà un petit peu pourquoi nous, en tout cas, on s'est dirigé vers le réhabilité avec un vrai savoir-faire et une vraie appétence pour ces programmes-là. Schématiquement, l'Empinel réhabilité, voilà comment se passe une opération. Vous avez un prix foncier, un prix travaux. La réduction d'impôt en base classique, ça c'est dans toutes les opérations, on a une réduction d'impôt sur le foncier plus les travaux. Voilà, donc vous avez du foncier 50 000 euros, 150 000 euros de travaux, le projet fait 200 000 euros, vous avez votre réduction d'impôt sur 200 000 euros. On paie les frais notaires sur le foncier, on a le marché de travaux et l'ensemble, c'est l'assiette qui est assujettie à la réduction d'impôt. En cas de revente après les 9 ans, lorsqu'on est en Pinel ou en Denormandie, les travaux ne rentrent pas dans la catégorie de plus-value. C'est-à-dire que votre montant d'acquisition, c'est foncier plus travaux. C'est le montant de votre réduction d'impôt. Donc, ce qui est éligible à la réduction d'impôt, 200 000 euros. À la revente, eh bien derrière, c'est 200 000 euros de base pour calculer la plus-value. Donc, si on achète 200 000 et qu'on revend 200 000, on n'aura pas de plus-value, même si le foncier, on l'a acheté 50 000. En déficit foncier, c'est différent, c'est que la valeur du foncier. Alors, Myriam, peut-on passer de l'accession au locatif avec déficit au bout de quelques années? Oui, ben, vous achetez pour de l'accession, après vous pouvez passer en location, ça au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. À partir du moment où on est propriétaire, on peut habiter, être résident et le passer en location derrière. La question, c'est est-ce qu'il y a le bénéfice d'un déficit foncier si jamais il y a eu des travaux initialement? Ah ben non, et non. Ou alors je crois que c'est dans les 2 ans. Je crois que c'est ça. Hein. Si on passe en locatif, on peut passer les charges de travaux de 2 ans, dans les 2 dernières années, je crois, 2 ou 3, à confirmer. Alors, lorsqu'on a du Pinel optimisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie des travaux est éligible au déficit foncier. Donc ça, c'est le levier aujourd'hui, moi, que je trouve le plus optimal.
C'est-à-dire qu'à la fois, on a la réduction d'impôt et à la fois de la déduction d'impôt. Donc ça, c'est un levier très important, puisque des fois, on a des investisseurs qui veulent défiscaliser tout de suite, qui veulent faire une Pinel, par exemple, et que dans le neuf, il y a 2 ans d'attente ou 3 ans avant la livraison, et ils défiscalisent l'année après la livraison. Là, par exemple, on peut déduire des travaux, donc 20 000 € par exemple de travaux, et ben, il va pouvoir les déduire de son revenu global l'année de signature, puisque ça rentre dans la catégorie du déficit foncier. Donc, on peut déduire 10 700 €. Donc, s'il a une tranche à 30%, l'année de signature, il peut déduire 10 000 € de son revenu global et bénéficier de 3 200 € de gain d'impôt immédiatement. S'il a déjà quelques revenus fonciers de 2, 3, 4 000 €, eh bien pareil, on peut aller chercher un peu de déficit pour qu'il puisse défiscaliser sur ses revenus existants. Et sinon, on peut les passer en charge pour les déduire pendant les revenus qu'il va avoir, puisque l'opération, souvent en Pinel, au bout de 4-5 ans, on a du bénéfice, donc on rajoute de l'impôt. Ben là, en fait, avec l'optimisation, on peut placer un petit peu de travaux qu'on va déduire sur les années à venir. Donc, il est possible de cumuler une réduction d'impôt sur une base Pinel et une déduction d'impôt sur les travaux. Donc, ça permet d'optimiser en déduisant des travaux sur son revenu foncier ou dès la signature sur son revenu global à hauteur de 10 700 €. Des fois, par exemple à Toulon, on avait un duplex qui était à 330 000 €. Eh bien, en fait, en Pinel, on était jusqu'à 300 000 € et ensuite, les 30 000 €, on les a passés en déficit avec l'optimisation. Donc, ça permet aussi qu'on est au-delà des plafonds de Pinel de 5 500 €. Donc, par exemple, si on achète à 6 000 € le mètre un Pinel réhabilité, eh bien, sur 5 500 €, on fait la Pinel et sur les 500 € restants, on les passe en déficit pour optimiser en fait l'opération et l'acquisition de votre client en investissement. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de pouvoir aller chercher des travaux au-delà de la réduction d'impôt Pinel. Et donc ensuite, on est en loi Pinel classique. Une optimisation, on est sur 15 à 20% des travaux. Généralement, c'est la part des parties communes qui sont dans le marché global qui est déductible au prorata. Et donc, on est sur 15-20% des travaux qui peuvent passer en optimisation du déficit foncier. Pour préciser un peu par rapport au Pinel dans le neuf, pourquoi dans le Pinel dans le neuf, on ne peut pas optimiser au déficit foncier, c'est parce qu'il n'y a pas ces travaux de réhabilitation. On construit quelque chose de nouveau, donc on ne peut pas bénéficier du déficit foncier. Dans l'ancien réhabilité, c'est possible. Donc, comme il y a des critères limitants pour le Pinel qui sont essentiellement de 2 ordres, le premier, c'est qu'il n'y a pas plus de 300 000 € de biens qui vont être pris en compte dans la réduction. Donc, si le prix dépasse 300 000, eh ben, il ne bénéficie pas pour la part qui dépasse 300 000 de la réduction. Donc, sur un bien de 400 000, les 100 000 de plus, ils seront hors mécanisme de réduction Pinel. Et donc, on peut les optimiser. On peut, sur ces 100 000, leur faire bénéficier du mécanisme de déficit foncier. C'est pareil pour le prix au mètre carré. Il y a une limite de 5 500 € maximale au prix au mètre carré qui est pris en compte pour la réduction d'impôt Pinel. Si votre bien, comme dans l'exemple de Lionel, coûte 6 000 € le mètre carré, on va calculer la réduction d'impôt Pinel sur 5 500 € au mètre carré au max. Donc, il y a 500 € de mètre carré qui est hors réduction d'impôt. Celui-là aussi, ce montant-là, on pourrait l'optimiser au déficit foncier. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'optimisation. Voilà. Nous, toutes nos opérations, on essaye de se mettre à la place des investisseurs pour optimiser sa situation et son investissement. Voilà. Donc, on essaye d'avoir à la fois des villes intermédiaires comme Narbonne avec des tickets d'entrée à 180 000, on est à 4 000, 4 200 € le mètre carré rénové, mais on a aussi du déficit foncier dans le 15e à Paris, on va le voir, et à Toulon, on a du Pinel optimisé ou du déficit foncier. Donc, on essaye d'avoir différentes solutions pour optimiser chaque projet de votre investisseur. Alors, ensuite, donc, le Pinel optimisé, c'est simple. Vous avez la base du foncier, la base des travaux. Vous avez la réduction d'impôt sur le foncier plus les travaux base Pinel. Et dans les travaux, il y a une partie qui est éligible au déficit foncier. Donc là, on est vraiment sur l'optimisation. Ça démarque aussi un petit peu du neuf et de ce qu'on peut présenter à des investisseurs. C'est-à-dire que là, on présente à la fois la réduction d'impôt, mais on va défiscaliser aussi tous les revenus fonciers que ça peut amener ou pouvoir déduire dès un revenu global immédiatement. Donc là, on est vraiment sur une optimisation en fonction de la situation de votre client, de défiscaliser des revenus fonciers existants ou des revenus futurs, ou de pouvoir immédiatement défiscaliser sur ces revenus globaux. Voilà. Alors, pour synthétiser, voici une petite simulation en déficit foncier. Donc là, j'ai pris une simulation,
on va dire à la fois simple. Je n'ai pas pris tous les tableaux pendant toutes les années et tout ça. C'est vraiment pour comprendre l'impact et le mécanisme. Donc là, j'ai pris un bien à 220 000 euros que nous avons à Narbonne, en déficit foncier, où on a 50 mètres carrés avec un foncier à 39 000 euros. Derrière, on a des revenus fonciers, des travaux à 180 000 euros. Et mon client, c'est une tranche à 30% qui a 20 000 euros de revenus fonciers. Donc, on fait un financement sur 20 ans. J'ai pris un taux de 3% plus assurance avec apport des frais notaires. Les frais notaires sont de 3 500 euros. Donc, je finance 220 000 euros. Donc, en termes d'économie d'impôt, mes travaux, ils sont répartis de deux façons. Sur mes 182 000 euros, je les passe en charge l'année des travaux et l'année suivante de livraison. Donc là, on est sur une livraison de 24, pardon. Donc, j'ai 2023-2024. Donc, je remplis mes cases travaux avec mes appels de fonds. Derrière, vous avez un déficit imputable de 10 700 euros cette année et l'année prochaine. Et ensuite, l'ensemble des travaux vont venir se déduire de ces 20 000 euros de revenus fonciers existants. Donc, pendant 8 ans, j'ai pendant les 2 premières années 10 700 plus 20 000 et ensuite les 20 000 euros de revenus fonciers. Donc, du coup, mon économie d'impôt, elle est double. Pendant les 2 premières années, j'ai mes 10 700 euros à 30%, donc 3 200 euros divisé par 2, ça me fait 6 420 euros de gain d'impôt l'année de travaux et l'année suivante. Et ensuite, j'ai mon impact sur mes revenus fonciers, donc mes 20 000 euros, qui eux sont soumis à 30% de TMI et à 17%, donc 47% d'impôt, ce qui fait que pendant 8 ans, je défiscalise mes 20 000 euros de revenus fonciers. Du coup, ça me fait un gain de 75 520 euros, CSG plus TMI, pendant 8 ans. Plus mes 6 000 euros. Au total, mes 182 000 euros de travaux vont apporter 80 940 euros de gain d'impôt. Soit, pendant 8 ans, donc j'ai calculé pendant 8 ans que j'ai lissé, pendant 8 ans, ça lui fait un gain d'impôt de 920 euros. Voilà. Il faut savoir que lorsqu'on fait un déficit foncier et que je suis à une tranche à 30% et que j'ai un ratio, on va dire, assez intéressant de revenus fonciers, pendant la durée d'absorption des travaux, le gain d'impôt CSG-CRDS plus les revenus finance mon acquisition. C'est-à-dire, généralement, je n'ai pas d'épargne. Voilà. On va le voir là. Cette opération génère un loyer de 550 euros en loyer libre. En termes de charges, j'ai une taxe foncière de 600 euros que j'ai lissée sur 12 mois, ça fait 50 euros. Plus j'ai pris 50 euros de charges de copro et de syndic, ça fait 100 euros de charges, taxe foncière, copro, syndic par mois. Ma mensualité de prêt, elle est de 1 260 euros. En termes de revenus, donc pendant 8 ans, j'ai 920 euros de gains plus 550 euros de loyer, ce qui fait 1 470 euros de revenus pendant 8 ans. Et en charge, j'ai mon prêt, ma taxe foncière, copro syndic, je suis à 1 360 euros. Alors là, je sais qu'on n'a pas toujours l'habitude, mais il va falloir expliquer à son client que pendant les 8 premières années, il a une épargne positive. C'est-à-dire que tous les mois, il va avoir 110 euros de gains par mois. Donc, il crée son compte, il met ses 110 euros de gains par mois sur son compte. En final, on arrête les 8 ans. Donc, pendant 8 ans, il a loué, il a généré son déficit, il a évité de payer d'impôts sur ses revenus fonciers, plus ces revenus-là, puisqu'en fait, là, on est à 500, 550 euros d'intérêt d'emprunt déjà les premières années. Donc, les revenus qui va dégager cette opération vont être annulés par les intérêts d'emprunt et les 100 euros de charge. Donc, je ne paie pas d'impôt sur mon revenu existant, ni sur mon projet d'investissement. Au bout des 8 ans, donc du coup, j'aurais eu un gain de 10 560 euros. Je passe en meublé. Là, on est à Narbonne, on peut faire du meublé touristique avec du meublé étudiant à l'année et ensuite 2-3 mois de revenus locatifs, ce qui fait à peu près 12 000 euros à l'année sur les estimations que nous avons. Derrière, ça me fait donc, dans les 8 ans, je passe à 9 ans, je passe en fiscalité meublée. Derrière, j'aurai 1 360 euros de charges, 1 000 euros de loyer. Je serai à une épargne dans 10 ans de 360 euros, de la 10e à la 20e année. Je déduis, j'ai lissé les 10 500 euros que j'ai sur mon bien. Donc, du coup, ça fait 73 euros de gain fiscal que je lisse pendant la 9e jusqu'à la 20e année. Finalement, ça lui fera une épargne nette de 287 euros à partir de la 9e année pour aller jusqu'au bout de son crédit. Voilà. Si je le lisse depuis la première année, sur mon compte, il me suffit de mettre une épargne de 172 euros dès le début et pendant 20 ans, je finance tous les revenus et toutes les charges de mon projet. Au bout des 20 ans, je peux revendre entre la valeur du bien qui va prendre et les abattements sur la plus-value et tout ça, un déficit foncier, ça se garde au moins 20 ans.
Et à partir de la 20e année, ça devient intéressant en cas de revente. Retenez les ordres de grandeur. Alors, les calculs sont un peu difficiles à suivre, hein, mais en gros, pour un bien à 200 000 euros, au-delà de 200 000 euros, l'effort d'épargne sur 20 ans, il est inférieur à 200 euros par mois. Oui, c'est ça. Disons que pendant la durée des travaux, on est même à zéro, on est en épargne positive. Donc, en fait, ça se calcule comme ça, un déficit foncier. Un client qui n'a pas d'épargne, il dit, moi, je veux que ça ne me coûte rien. S'il a des revenus fonciers, une tranche à 30%, pendant la durée des travaux, on annule, ça lui coûte absolument rien. On est toujours sur une épargne quasiment à zéro. Et ça, dans ton exemple, c'est pendant 8 ans? Là, c'est pendant 8 ans. Donc, soit ça, c'est un coût très faible d'épargne pour acheter plus de 200 000 euros, c'est moins de 200 euros par mois. Soit c'est même une opération blanche sur 8 ans où il peut revendre après 8 ans et voilà, ça ne lui a rien coûté. Voilà, et en sachant que si on fait ces types d'investissements sur des villes un petit peu plus touristiques, en passage en meublé à la 9e année, derrière, on a une rentabilité supérieure qui se rapproche de la mensualité de prêt. On peut continuer sur des épargnes à zéro. Voilà, ça dépend de chaque projet, chaque emplacement. Mais pendant la durée de location et d'absorption des travaux, généralement du déficit foncier bien maîtrisé, on est quand même sur des épargnes nulles, voire positives. Concernant les questions, les 39 000 euros, c'est la valeur du bien. Oui, quand je revends, c'est la valeur d'acquisition qui est calculée pour la plus-value. Et les 3 210 euros, c'est 10 700 euros à 30%. C'est-à-dire que c'est ce que je déduis de mon revenu global. Donc, dès la première année, je peux déduire 10 700 euros donc, de mon revenu foncier, de mon revenu d'activité, excusez-moi, ce qui à 30% fait 3 210 euros de gain d'impôt immédiat, au-delà des revenus fonciers. de TMI. Voilà. Comme c'est sur 2 ans, ça fait 2 fois 3 210 euros. Voilà. C'est une simulation simplifiée, ça ne prend pas tous les paramètres en compte, c'est vraiment pour comprendre le mécanisme d'un déficit foncier. OK. Peut-on faire du DF sur un viager occupé? Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste du viager occupé. À partir du moment où il y a des revenus locatifs, les charges, je ne sais pas si elles sont à l'usufruitier ou du propriétaire. Normalement, ça, c'est à voir. Oui, on peut passer au réel avec une valorisation du bien foncier plus travaux pour l'amortissement du bien. Alors, dans mon exemple, le prix de revente au plus bas serait de, je ne sais pas. Nous, on considère qu'on revendra toujours au moins au prix d'acquisition. Et alors, si c'est dans 20 ans, je ne suis pas agent immobilier spécialiste des années à venir. Je ne sais pas. Je sais qu'on se rapproche des prix du neuf et que par rapport à la demande, nos prix correspondent à un prix de marché existant, rénové. Donc, on est quasiment sûr de revendre au moins au même prix, au moins dans les 10 ans. Alors, loc avantage, je bénéficie de réduction d'impôt. Une fois cela, je peux pratiquer un déficit foncier sur le reste. Bon, je ne sais pas. Pour le loc avantage, je ne sais pas. Adrien, en tout cas, si vous faites des travaux, vous pouvez bénéficier du déficit foncier. Ce que disait Lionel, c'est si vous mettez en location sous deux ans, ce que tu disais, 2 ou 3 ans, tu n'es pas sûr. Pas qu'ils soient rentrés dans la réduction d'impôt. Soit c'est réduction d'impôt, soit après, on les passe en charge. Et ça ne peut pas être il y a plus de 3 ans en tout cas que les travaux ont été effectués. Oui, la plus-value, elle se fait sur la différence du prix d'acquisition par rapport au prix de vente. Juste sur ce point, donc il y a une différence entre ASL et VIR oui. Par rapport à l'impôt sur les Quand c'est en VIR, on est en Pinel classique, on est en réduction d'impôt. Et là, il n'y a pas de différence foncier travaux, c'est un projet global en fait. Oui, mais par rapport à l'impôt sur les plus-values, à la revente. Donc, si c'est en ASL, le prix initial, c'est foncier plus travaux. C'est ça? Oui. Et si c'est en VIR, c'est juste foncier.
Alors, Envir, en fait, c'est un projet global. Oui, c'est foncier plus travaux. C'est l'inverse de ce que je viens de dire. En fait, la VIR, c'est comme de la VFA, c'est un projet global, en fait. Il n'y a pas de séparation foncier-travaux, c'est un projet global. En ASL, il y a le foncier d'un côté et les travaux de l'autre. Lorsque je suis en Pinel ou en de Normandie, le calcul de ma réduction d'impôt, c'est le calcul global. Et donc, la plus-value, elle arrive après les 200 000 euros, par exemple. Elle n'est pas que sur le foncier. C'est que quand je suis en déficit foncier que j'ai ma part de travaux que j'ai amputés, que je ne peux pas recalculer pour la plus-value. C'est l'inverse, c'est-à-dire que pour l'ASL, le prix initial qui sera pris en compte pour le calcul de la plus-value, c'est le prix du foncier uniquement sans les travaux. Voilà. Okay. Pour le déficit foncier. Alors Alexandre, oui, c'est ça. Sauf que la valeur du bien, elle est de 220 000 euros au départ et que après, avec le temps, elle va se valoriser. Donc oui, j'ai 172 euros par mois pendant 20 ans pour un bien qui en vaut 220 aujourd'hui. On dépasse un peu de l'heure, donc si tu veux peut-être conclure sur… ouais, je finis. 5 minutes, voilà. Donc aujourd'hui, on a un programme sur Toulouse en Pinel réhabilité. Avec, là, on est en VIR, programme de 9 lots. Il nous reste quelques T2 à partir de 199 000 euros. On a un monument historique à Calvisson, à côté de Nîmes, où là, on a mis des T2 à 255 000 euros avec 70% de travaux sur une très belle bâtisse en cœur de la commune. C'est à 20 km de Nîmes. On a le port des Catalans à Narbonne, où là, c'est l'exemple que je viens de vous donner, où il nous reste 4 ou 5 lots de Normandie et déficit foncier, où là, on a un très bon ratio foncier-travaux. Donc ça, c'est nos opérations en cours. Et on a aussi un programme à Paris, voilà l'immeuble. On est dans le 15e arrondissement de Paris, où on a un déficit foncier, ce qui est assez rare sur Paris. C'est notre opération phare. On est assez fiers et contents de l'avoir. On est rue Labrouste à Paris. Et là, on a 16 appartements du T1 au T3 à partir de 350 000 euros et on a 30% de travaux. Donc, on a un bon ratio foncier de travaux pour une ville comme Paris et on a voilà, un bel immeuble avec une belle façade, un haussmannien qui répond à pas mal de critères d'investissement patrimonial, notamment sur des recherches sur Paris. Et pour finir, on a racheté la villa de Tartarin de Tarascon. Donc c'est une belle histoire qu'on est en train d'écrire. Courant mai, on va sortir ce programme en monument historique. C'est en plein centre de Tarascon. Et donc là, on va avoir 12 appartements à partir de 250 000 euros avec parking, avec un ratio foncier travaux très intéressant. Donc ça sera à la fois du déficit foncier et du monument historique. Et on va avoir un programme à Toulon, en cœur de Toulon. Donc on aime beaucoup Toulon. C'est une ville à laquelle on croit beaucoup. Où là, on va avoir un Pinel optimisé au déficit foncier ou déficit foncier. Avec des beaux appartements de plus de 50 mètres carrés à partir de 278 000 euros avec 75% de travaux. Et on a un projet à Marseille aussi qui va arriver un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est un exemple de prestation qu'on a livré pour du Pinel réhabilité à Toulouse. Du coup, c'est pour vous montrer un petit peu le standing. On essaye d'être à l'écoute de nos clients. On est ouvert aussi à des modifications hors contraintes techniques. Donc, on peut travailler tous les projets de vos clients et vous accompagner. On ne se ferme à rien à partir du moment où on est là pour satisfaire vos demandes et vos investisseurs. Donc, on livre tous nos programmes sont livrés avec salle de bain, cuisine équipée. Et on peut arriver à personnaliser les appartements en fonction des projets de vos clients. Merci beaucoup Lionel, c'était très intéressant, très clair je pense, sur un sujet qui n'est pas simple. On peut peut-être prendre une dernière question, même si on a dépassé. Il y a eu plein de questions, ça vous intéresse, c'est bien déjà. Donc, oui, s'il y a une question, je peux répondre, je ne sais pas. Je vérifie s'il y a des gens qui arrivent sur ça. Alors, les travaux qui ont généré un avantage fiscal ne peuvent pas être impactés sur le calcul de la plus-value dans le déficit foncier. À partir du moment où il y a de la réduction d'impôt et que ça rentre en Pinel ou en de Normandie, derrière, ça rentre dans l'assiette de la plus-value. Donc, la réduction d'impôt Pinel et de Normandie
sera remise en compte pour la plus-value. Donc, il y aura le double effet. On peut avoir la réduction d'impôt et ensuite on le réintègre pour le calcul de la plus-value. Pour le déficit foncier, à partir du moment où on l'a imputé et amorti dans la plus-value. La date de commercialisation de Toulon? Là, on attend des éléments. On est dans les documents. On va se laisser 15 jours. Ça sera la première quinzaine de mai. Et la question d'Alexandre sur les coûts de travaux, alors ça, je ne sais pas si tu pourras y répondre. C'est quand même une question non, ça, je ne peux pas y répondre. Chaque immeuble a sa propre histoire et spécifique. Donc, et puis nous, les travaux, on a les travaux des parties communes privatives. Et pour que ce soit intéressant aussi comme levier fiscal, il faut savoir que dans le coût des travaux, derrière, on a tout ce qui est études, architectes, commercialisation, frais de commercialisation, tout est globalisé, les honoraires techniques de la SL, du cabinet d'avocats. Donc, du coup, c'est un coût global. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, parce que nous, c'est vraiment un projet global pour chaque opération. Allez, dernière question, Sylvia. Est-ce que la réduction est calculée sur le montant total foncier plus travaux? Oui. Oui, toujours. Ok. Eh ben, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Lionel. Super. Avec plaisir. Merci, Mathieu, pour l'invitation. Une bonne journée. À bientôt. Bonne journée, merci.